Bonjour Claire, Hello, hello Nadia. comment tu vas? Très très bien, je te remercie. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour moi car je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour que tu puisses nous parler du burn-out chez les femmes. Parce que toi, tu le sais, mais une majorité de personnes en burn-out sont des femmes. Et donc, je suis contente que tu puisses venir nous parler de ce burn-out au féminin. Mais avant ça, je vais t'inviter dans un premier temps à te présenter. Ouais, donc je suis Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. Et j'accompagne donc tous les jours des femmes qui sont en arrêt, en tout cas, et qui veulent retrouver, je les aide à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Et pour la petite histoire, donc j'ai connu ce tsunami moi-même il y a 5 ans maintenant. Ça a été une terrible épreuve à passer. Et donc, il me tient vraiment à cœur maintenant, en tout cas, justement, de les aider à retrouver, à se retrouver, en tout cas, et retrouver le chemin du travail, mais de manière sereine et épanouie. Super. Et ben justement, parlons de ces femmes que tu accompagnes en burn-out. Est-ce que déjà tu vois comme une caractéristique commune, un point commun chez ces femmes, que ce soit peut-être dans le caractère ou le comportement? Il y a certaines choses que tu observes qui reviennent à chaque fois ou presque à chaque fois? Hmm. Alors, on va pas se le cacher, hein, franchement, celles qui tombent en burn-out, de toute façon, c'est des surinvesties, des Hmm. surbosseuses. Elles vont tenir, elles ont une résistance au stress qui est juste énorme, hein, justement. Hmm. On dit que c'est le stress chronique qui abat. En tout cas, moi, je suis sûre que c'est des femmes, en tout cas, qui sont allées au bout du bout, vraiment. Hmm. Le corps a lâché, la tête a lâché à un moment donné. Euh, je dirais qu'en caractéristique que j'observe en tout cas, c'est pas mauvais ce que je vais dire, mais ce sont des bons petits soldats gentils. C'est-à-dire que Hmm. vraiment, on peut tout leur confier. Ouais. Elles demandent, elles sont avides de projets, elles sont avides, voilà, de missions. Elles sont hyper dévouées. Elles sont gentilles dans le sens où, et là encore, c'est la bonne gentille, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment très tournées vers les autres. Hmm. Et justement, là où le bas blesse, en tout cas, c'est qu'elles se sont vraiment oubliées sur la route. Et Hmm. je dis souvent qu'elles ont un peu quitté, elles ont même quitté complètement leur maison intérieure. Voilà, elles sont vraiment dédiées, on va dire, à leur travail ou aux autres. Ça peut être aussi leur famille, mais voilà, un surinvestissement général. Ok. Et ça me fait penser au fait aussi, du coup, que quand on a une personne en face de soi qui est hyper investie, où tu dis on peut tout leur demander, qu'il y a aussi parfois des difficultés à dire non, à mettre ses limites, non, j'imagine, Tout à chez ces femmes-là. Elles savent plus ce qui est bon fait. pour elles, ou si elles répondent aux besoins des autres, si elles répondent aux leurs. Je pense que ça se mélange un petit peu et qu'il y a cette difficulté à dire non. Exactement, et c'est vraiment un réapprentissage, un Mm. apprentissage tout court pour certaines, mais justement de bien remettre en fait le travail dans une bonne priorité. En tout cas, ça c'est super important parce que justement le travail il est en haut de cette pyramide, on va dire la famille est peut-être en deuxième et le moi il est complètement inexistant en fait. Mm. La plupart, je dis souvent qu'elles ne savent pas prendre soin d'elles, en tout cas. Et donc, elle s'oublie complètement. Ouais, je vois, je vois. Et est-ce que ces femmes, elles ont aussi peut-être, enfin, comment elles vivent leur burn-out en fait? Comment elles le traversent une fois qu'il y a cet effondrement? Justement, tu parles de surinvestissement. Donc, Mm. quand on se surinvestit, mais que du jour au lendemain, peut-être qu'on n'est plus du tout capable de s'investir dans son travail, dans ses projets, comment elles traversent ça? Alors, la première phase qui les met complètement à terre, donc le premier jour où elles sont arrêtées, hein, parce que soit elles sont en stop total, ou soit on les arrête, en tout cas, Mm. bref, elles se trouvent arrêtées. La première chose, ouais, l'émotion la plus forte, je dirais, c'est la culpabilité. La Mm. culpabilité, elle est juste énorme au point de départ, de lâcher là le navire, hein, de lâcher leur bébé, on va Mm. dire, de se retrouver, ouais,
de mettre tout le monde dans la merdouille, entre guillemets, à la fois la famille. Enfin, vraiment, il y a une grosse culpabilité. Il y a aussi un gros sentiment de honte. Elles ont vraiment envie de se cacher. Elles deviennent, je dirais, agoraphobes. D'ailleurs, je Mm. pense que c'est vraiment une des caractéristiques aussi. C'est vraiment, elles ne supportent plus, en fait, de se montrer, en tout cas. Elles ont... voilà, il y a vraiment un besoin, en tout cas, de se retrouver seules. Je dirais qu'elles sont aussi très tristes, en tout cas. Elles ne l'ont pas vu venir. Elles ont senti hein, qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui se tramait. Pour certaines, ça date des 6 derniers mois où il y a eu des changements majeurs, en tout cas de comportement chez elles, mais qu'elles n'ont pas su, pardon, elles n'ont pas su, en tout cas, comment dire, les écouter. Mm. Voilà. Pour certaines, ça date de plus longtemps encore. Mais voilà, il y a un vrai choc parce que, en fait, c'est une femme qui, du jour au lendemain, bascule d'une activité, une suractivité, un planning où elle n'a plus de souffle à l'immobilisation totale. Mm. Et donc c'est un vrai tsunami. Hein. Voilà, je dirais que on est complètement dans l'œil du cyclone à ce moment-là, Mm. vraiment. Et elle a un gros besoin, en tout cas, de repos. Et je dirais que c'est une grosse phase encore de déni, hein, où elle a besoin vraiment d'accepter ce terme de burn-out, s'il est posé. Euh, et j'aime mieux, en fait, utiliser le terme burn-out qui est plus puissant que l'épuisement, parce que l'épuisement, on pourrait se dire, c'est une grosse fatigue et simplement une fatigue, mais non, ça va au-delà d'un simple épuisement. Il y a Oui, une l'intensité, la vraie crise sévérité. identitaire. Ouais. Ouais, la vérité. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant à travers le terme burn-out, en tout cas. Mhm. Ouais. Ouais, oui, tout à fait. Moi qui suis biologiste, j'explique hein, que le burn-out, ce n'est pas une fatigue normale, c'est pas la fatigue de en fin de journée, j'ai bien travaillé, je suis fatiguée. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un épuisement des ressources totales du corps, hein, physique, psychique, émotionnel. Et je trouve ça intéressant dans ce que tu nous as partagé déjà de voir que bah, tu dis tout s'arrête du jour au lendemain. C'est très dur à accepter qu'il y a peut-être cette tristesse et moi, souvent, je Mhm. parle du deuil aussi, quelque part, avec les personnes que j'accompagne, c'est il y a un deuil à faire de son fonctionnement, comment je fonctionnais avant, Mhm. qui finalement n'était pas viable dans le temps, puisque je me suis effondrée. Et Mhm. en effet, l'acceptation aussi de voir que, parce que du jour au lendemain, tout s'arrête, ça peut être un vrai choc, un vrai traumatisme, même pour certains. Moi, je dis hein, que le burn-out, ça peut créer un traumatisme parce que la personne, d'un coup, elle n'a plus les ressources nécessaires pour s'occuper même d'elle-même, de sa vie, et ça nous met en danger Mhm. quelque part. Donc c'est Mhm. quelque chose. Tu parles de tsunami, j'aime beaucoup cette image parce que oui, ça, un burn-out, c'est un tsunami dans une vie, c'est une réelle épreuve de vie. Et, euh, et donc, c'est très compliqué. On peut vivre beaucoup d'émotions. Tu mentionnais la culpabilité, la honte. Euh, et est-ce que, bah, justement, une fois, donc j'imagine que là, tu parles de cette phase où on s'effondre, il y a peut-être encore un peu du déni, de la difficulté d'acceptation. Et ensuite, est-ce que tu vois peut-être une autre phase avec peut-être le temps ou cette acceptation qui arrive, une autre phase qui vient dans la reconstruction après le burn-out pour ces femmes? Mhm. Mhm. Alors moi, je dis souvent qu'il y a 4 marches à gravir dans un Mhm. burn-out. La première marche, c'est la marche du déni. Là, justement, on vient d'en parler. Hein, c'est pouvoir l'accepter. La deuxième marche, c'est la marche de l'énergie. Voilà, là on revient sur des basiques humains en tout cas, de vraiment retrouver de l'énergie. Et ça c'est super important pour monter la marche suivante. Une fois qu'on a retrouvé voilà, de l'énergie et encore on sait pertinemment qu'il va y avoir des yo-yo, des Mhm. montagnes russes d'énergie tout au long de cette traversée en tout cas. Donc la troisième marche pour moi, c'est la marche du qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Parce que vraiment, c'est une marche et c'est la plus compliquée où là, je dirais qu'on est complètement désorienté, on ne se reconnaît plus. Mhm. On cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé. On cherche dans cette marche à se dire mais
je suis qui en voilà sans mon travail. En tout cas, je suis qui en dehors du taf en fait. Et c'est vraiment cette question-là auquel il faut répondre, mais vraiment de très près en tout cas, pour bien se reconnecter. Et je dirais que dans cette marche-là, on a également la marche de reprise de confiance en soi et je dirais même d'estime de soi, parce que vraiment concrètement, on se sent nul, vraiment incapable, impossible de retravailler. On a le cerveau qui est complètement rempli, alors je dis souvent rempli de colonies de hamsters en tout cas, parce qu'on a, voilà, alors sur la marche de l'énergie, on peut arriver en tout cas à en quitter certains hamsters là, mais c'est vrai que ça continue et on a vraiment cette notion de faire taire le plus possible, en tout cas, tous ces hamsters là et toutes ces questions qui nous viennent en tête. Et puis je dirais que la dernière marche, une fois qu'on a gravi tout ça, que l'on a repris de l'estime de soi, de la confiance en soi, eh bien, enfin, là, sur cette dernière marche, on peut avoir un éclairage professionnel. Ça veut dire quoi, éclairage professionnel? C'est est-ce que j'y retourne? Si j'y retourne, dans quelles conditions? Si j'y retourne pas, c'est pour faire quoi, en tout cas? Voilà, est-ce que je repars sur le même métier? Et c'est tous ces questionnements hein, là qui sont là. Ou bien je choisis de faire un projet complètement en rupture, c'est-à-dire que vraiment une reconversion. Et donc, c'est vraiment sur cette marche-là qu'il faut prendre les décisions professionnelles parce que je vois encore trop de femmes qui prennent des décisions sur la deuxième marche, sur la marche de l'énergie, en se disant, ben voilà, il y a eu du harcèlement, il est impossible de retourner dans son travail, vraiment, il y a des choses qui sont trop lourdes, l'environnement était trop toxique pour moi. Et il est trop tôt pour prendre ces décisions-là parce qu'elles sont irréversibles et qu'après on peut vraiment tomber dans une autre voilà un autre abîme en tout cas qui est une pression en tout cas financière alors qu'on n'est pas reconstruite. Voilà. Donc il est vraiment important en fait de faire les bons choix à certains niveaux. En tout cas, je dis aussi souvent qu'on passe par des saisons dans le burn-out, un petit peu comme Ah ces oui. marches. Eh Ouais. bien pour moi, en tout cas, on a différentes saisons, voilà. Et voilà ce que je pourrais te dire en tout cas sur moi les phases, comment je les vois. Ouais, ouais. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi et je rebondis un peu sur ce côté, parfois prendre des décisions dans l'impulsion. Parfois même dans la phase de déni, encore, on sent que ça va pas et on se dit, bah, c'est à cause de mon travail ou de mon environnement, donc je vais en changer et tout de suite, Mm. comme un lapin, on saute d'une chose à l'autre et en fait, on n'a pas du tout pris le temps de se réparer, de se poser les bonnes questions. Voilà, de vérifier aussi, est-ce que je me suis pas mis une identité avec ce travail? Est-ce que c'est pas un masque? Qui suis-je vraiment? Enfin, ça prend du temps finalement de se reconstruire après un burn-out et griller les étapes, on peut le payer plus tard avec des rechutes. Moi, j'ai parfois des personnes qui viennent parce qu'elles sont en rechute, parce que justement, elles sont pas passées par quelqu'un comme toi, par exemple, pour vraiment se poser les bonnes questions sur qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie, quel est mon nouvel équilibre que j'ai envie d'avoir et qui n'a pas fonctionné avant, en tout cas. Enfin, donc, super intéressant de voir. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'image des hamsters, là, pour le coup. On n'a plus que, c'est pas un Mm. hamster hein, qui tourne, mais c'est Mm. vraiment 10 000 hamsters dans la tête. Ça montre aussi à quel point, et ça, je pense que c'est important aussi de l'entendre pour les proches, qu'une personne en burn-out, bon, il lui faut du temps, mais aussi elle est complètement perdue, finalement. Il y a un Mm. moment, une phase où on va être complètement perdu et qu'il faut laisser le temps au temps, en fait, hein, même si dans notre société, on a Mm. l'habitude que ça aille vite, hein, qu'on a envie d'aller vite, tout de suite savoir où on va, etc. Faut être sûr de soi. Ben non, il y a des fois aussi où voilà, on a le droit d'être complètement perdu et de prendre le temps à la reconstruction. Mm. Et c'est vrai, hein, il peut y avoir vraiment des dommages collatéraux, hein, la famille, notamment les amis. On ne comprend pas nous-mêmes ce qui nous arrive.
en Oui. fait, de l'intérieur. On ne comprend plus, on ne se comprend plus. Et donc, il est compliqué, en tout cas, d'expliquer à la famille, voilà, qu'on n'arrive plus à se concentrer. On a une énergie, mais ras les pâquerettes. Donc, c'est vraiment une étape assez compliquée. Et là aussi, encore, on peut prendre des décisions hâtives, voilà, parce qu'on a des zooms. Moi, je vois des femmes qui ont envie de quitter leur mari, qui ont envie de faire tout Mm. basculer, tout chavirer, alors que psychologiquement, je dirais, on n'a pas la bonne distance par rapport à ce qui nous arrive. Donc il faut vraiment du temps pour avoir cette bonne distance, voir ce qui s'est passé, pourquoi le travail était tant notre leitmotiv vraiment numéro un, pourquoi c'était notre priorité, pourquoi on s'est tant impliqué. Voilà, il y a plein de questions, en tout cas ça remue énormément les choses. Et je dirais aussi que la difficulté, c'est que on comprend pas justement, on avait tout pour être heureuse. Mm. Souvent, ces femmes ont une belle carrière, ont eu voilà de super choses dans leur carrière. Euh, voilà, elles sont bien où elles se trouvent. Enfin voilà, tout pour être heureuse. Et non, là, il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Pourquoi on est dans cet état-là, en tout cas. Donc il y a vraiment à retrouver aussi nos valeurs profondes, vraiment profondément. Qu'est-ce qui nous anime dans la vie? Donc, il y a vraiment un tas de questions ouais, à se poser. Hmm. Et est-ce que tu vois également aussi peut-être chez ces femmes en burn-out des inquiétudes communes au-delà du fait que voilà peut-être que je suis complètement perdue, mais est-ce qu'il y a certains points, certains questionnements justement qui reviennent à chaque fois, qui fait comme un petit peu partie du processus de reconstruction du burn-out ou de sa nouvelle identité? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des questionnements qui reviennent? Ah bah, les peurs numéro une, hein, c'est de perdre son travail, c'est ne plus être capable, Hmm. euh, parce que justement, il y a encore des symptômes qui peuvent être forts, hein, les problèmes de concentration, les problèmes d'énergie, de tenir toute une journée, euh, et la peur de revivre ça, en fait. Donc, c'est une telle souffrance intérieure que voilà, elles ont peur de refaire les mêmes bêtises et de revenir finalement euh, dans l'état d'avant, en tout cas, de ne pas avoir suffisamment modifié, en tout cas, certaines choses. Et de refaire les mêmes bêtises, en tout cas. Voilà. Je dirais qu'elles ont Ouais, elles ont peur aussi, peut-être de la peur financière, on en a parlé, hein, Hmm. ça, c'est un gros point qui anime beaucoup. En tout cas, voilà, pour prendre des bonnes décisions sur au niveau professionnel. Hmm. Et puis, elles ont peur aussi parfois de plus être maîtres de leurs décisions, hein, que justement l'entreprise prenne des décisions pour elles, en tout cas, voilà, parce que la peur dans tout ça aussi pour celles qui souhaitent revenir, c'est d'être étiqueté burn-out. Et donc, qui dit burn-out dit sensible, dit Hmm. voilà triste, dit Faible aussi, euh, plus faible, t'as moins les ressources, plus tu faible, gères pas ton voilà. Et donc, stress. Oui, oui. exactement. Et donc, il y a aussi ça aussi à soutenir pour celles qui veulent revenir dans leur travail, en tout cas dans le travail qu'elles connaissaient. Hmm. Et pour celles qui savent dès le départ peut-être qu'elles ne veulent pas revenir au travail, est-ce qu'il y a aussi des peurs, des inquiétudes particulières justement? Peut-être la peur de l'inconnu ou de se tromper sur le nouveau projet? Qu'est-ce qu'il y aurait comme peur que tu observes toi en tant que Ah coach? ben, oui, tout à fait, hein. Alors certaines veulent devenir entrepreneuses, par exemple, donc elles passent du salariat à l'entrepreneuriat. Donc il y a plein de compétences, de nouvelles compétences à acquérir. Parfois elles ont peur aussi de s'engager dans une formation qui peut être très longue. Voilà. Moi j'observe beaucoup, en tout cas après un burn-out, que les femmes sont vraiment tournées vers des métiers de l'humain.
Mm. En fait, ça fait vraiment sens pour elle, en tout cas, de s'occuper, voilà, des humains, des autres, en tout cas. Ben voilà, il y a besoin de nouvelles compétences. Donc, elles ont peur de s'engager dans une formation. Elles ont peur que ça prenne du temps. Euh, voilà, il y a une question de durée de reconversion, en tout cas, qui peut faire peur, et de doute par rapport aux nouvelles compétences. Et puis, j'insiste aussi, hein, la peur fondamentale, c'est de reproduire des mêmes schémas, en tout cas, et en fait, des problèmes d'énergie. Et de concentration qui peuvent vraiment justement perdurer après un burn-out. On sait qu'on est beaucoup plus vulnérable en tout cas par rapport à l'énergie et que ça doit devenir en tout cas un indicateur numéro un pour le restant de ses jours. Ouais, tout à fait. Et est-ce que Mm. dans la reconstruction, tu vois parfois aussi des obstacles dans leur reconstruction, peut-être que ce soit au niveau familial ou de l'état d'esprit ou je sais pas. Enfin, est-ce que tu vois des obstacles qui reviennent aussi souvent, qui peuvent freiner ou Mm. carrément bloquer parfois la reconstruction jusqu'au bout? Mm. Alors ouais, je pense que il y a un point qu'on n'a pas abordé justement, c'est de vraiment retrouver un mindset vraiment positif en tout cas. Mm. Donc c'est de vraiment switcher, en tout cas d'avoir pour moi en tout cas la capacité de switcher quand on voit justement ces petits hamsters, ces petits problèmes de syndrome de l'imposteur qui reviennent ou voilà donc là il y a un gros travail à faire donc pour justement avoir ce mindset. Je dis souvent aussi qu'il faut, quand on a un projet, un nouveau projet, en tout cas qui nous tient à cœur, il faut être motivé, en tout cas à 200%. C'est-à-dire que vraiment, au fin fond de nous, on doit avoir la certitude, et c'est pour ça qu'il faut le travailler, ce projet pro profondément, parce que avant de convaincre les autres, il faut que nous-mêmes on soit convaincus, mais à 200%. Parce Oui. que on va trouver en face de nous des sceptiques et ça peut justement tuer dans l'œuf, en tout cas, l'idée qu'on en avait. Donc vraiment, il y a cette marche de reconstruction vraiment, donc vraiment de bien retrouver son estime de soi, sa confiance en soi, son mindset. Du mindset positif aussi, vraiment, et d'avoir bien travaillé sur son projet, en tout cas, de voir vers quoi on veut, enfin les grandes étapes en tout cas pour se diriger vers ce nouveau projet pro et d'être hyper convaincu. Hmm. Ok, ouais, hyper intéressant. Et est-ce que toi aussi t'observes, parce que moi j'observe aussi parfois en plus de ça, aussi l'environnement quand même familial et proche peut aussi beaucoup Ouais. jouer. Tu parlais de mindset justement, d'état d'esprit, quand les proches ne sont pas du tout aidants, soutenants ou ne comprennent pas du tout pourquoi la personne elle est encore en arrêt maladie ou ben du coup Mm. ça plombe l'estime de soi aussi, la confiance en soi et puis c'est comme si c'était un Mm. frein finalement parce qu'il y a un soutien qui manque quelque part, hein. Je pense que tu l'observes aussi, Mm. non? Ouais, complètement. Il y a vraiment des phrases hein, qui peuvent vraiment blesser la personne et justement la remettre en situation de voilà d'échec. Mm. Voilà, elle pourrait penser que c'est que tout ça est un échec. Et donc c'est aussi très porteur de comment dire de se faire bien entourer, en tout cas, d'entourer de personnes, en tout cas, qui vont être motivants, qui vont apporter à la personne et ça va lui faire, en tout cas, switcher justement les phrases ou les sceptiques qu'elle pourrait avoir autour d'elle. Mm. T'aurais quelques exemples de phrases qui sont un peu meurtrières en quelque sorte pour quelqu'un en burn-out qui essaye de remonter et il y a ça et bam, ça vient tout casser. Est-ce que t'en as vraiment pour nous partager un peu pour celles qui nous écoutent, qui se disent ah bah oui, moi je reçois peut-être ça dans mon environnement donc Bah oui, en tout cas, chez des amis, par exemple, ça peut être ah mais t'es en arrêt maladie depuis combien de temps déjà? mm, Ça peut être ça. Je sais pas, ça peut être. Alors, ça me vient pas là tout de suite maintenant, mais qu'est-ce que tu peux avoir? Bah, il faut lâcher prise. Tu prends trop les choses à cœur. mm. Euh, T'es encore il y a un peu fatigué de. ou tu t'es pas assez reposé, non? Comme si.
Ouais, ouais, ouais. Ou alors, voilà, en fait, la personne elle-même en burn-out, euh, elle peut aussi, comment dire, penser que les autres pensent qu'elle est en vacances, qu'elle est ou Ah oui. qu'elle est devenue femme au foyer, en tout cas. Donc, voilà, ça peut aussi lui sauter dessus. Et donc, il y a des gens qui peuvent vraiment faire cette reproche-là hein, aussi. Ah bah tu prends du bon temps. Enfin, tu vois, vraiment, ça peut être des phrases anodines, mais qui sont vraiment pris comme des coups de couteau pour moi. Hmm, hmm. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit, hein, ce genre de choses. Est-ce que, pour conclure, est-ce qu'il y aurait des indispensables, selon toi, à la reconstruction d'un burn-out? Tu nous as parlé un peu des étapes, mais peut-être au sein de ces étapes, quels sont les indispensables, voilà, pour que peut-être celles qui nous écoutent vérifient un peu, ce qu'elles ont, ce qu'elles n'ont pas, selon toi? Alors, les indispensables, moi je verrais, donc c'est retrouver de l'énergie, ça c'est hyper important. Vraiment bien mesurer qu'est-ce qui nous fait gaspiller de l'énergie, enfin vraiment travailler là-dessus. Et travailler là-dessus, c'est une étape super importante parce qu'elle va nous servir tout le reste de notre vie par la suite en fait. En travaillant là-dessus, on va découvrir ses ressources, en tout cas personnelles, elles sont individuelles, mais qu'est-ce qui nous ressource vraiment pour nous retrouver de l'énergie. Après, je dirais que la deuxième chose à travailler, c'est le mindset. Donc vraiment, ça c'est super important d'être dans un environnement positif, de vraiment switcher, d'apprendre à switcher pour justement faire taire ces hamsters. Un axe qui est important aussi, on l'a énuméré, donc c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Je dirais qu'un axe aussi à travailler, bah, c'est justement sur ces mécanismes de fonctionnement, de bien se connaître et également donc de travailler sur les limites que l'on n'a pas nous-mêmes écoutées et les limites aux autres. Donc vraiment travailler, il y a tout un bloc pour moi à travailler là-dessus. L'éclairage vraiment professionnel, en tout cas, une fois qu'on a travaillé tout ça, en tout cas, on peut prendre les bonnes décisions pour savoir si on y retourne ou si on n'y retourne pas. Super Claire, c'était super intéressant. Pour celles et ceux qui aimeraient te retrouver, c'est où qu'on te retrouve justement? Ouais, alors moi, mon réseau chouchou, en tout cas où je publie énormément, c'est LinkedIn, voilà, Ok. donc à Claire Jardin-Ménard. Et puis également, j'ai un site Instagram où là, pareil, c'est un peu plus ce que je partage au quotidien, en tout cas avec beaucoup plus personnel, en tout cas. Mais voilà un petit peu les deux réseaux sur lesquels on peut retrouver mon programme Respire encore, en tout cas, qui est mon programme phare justement de reconstruction sur 4 mois. Voilà un petit peu les deux réseaux. Ok, super. De toute manière, je mettrai les liens du coup de ton Ouais. LinkedIn et de ton profil Instagram sous la vidéo, comme ça les personnes pourront directement cliquer et te retrouver. Et en attendant, bah, je te souhaite de bien prendre soin de toi et à très bientôt. Merci beaucoup, Nadia.